Donc, on va s'attaquer à la question des conditions, de l'organisation du travail et du management. Et peut-être pour démarrer, je voudrais juste partir d'une interrogation, essayer d'y répondre évidemment. L'interrogation étant, on parle beaucoup de souffrance à l'heure actuelle, hein, lorsqu'on aborde le monde du travail, que ce soit les médias, les pouvoirs publics, que ce soit même les auteurs de romans, de pièces de théâtre, de films, etc. On entend beaucoup parler de mal-être, de souffrance, et il y a une mise en scène tragique des enjeux du monde du travail, ce qui n'était pas le cas dans les années 50, 60, 70. On ne mettait pas en avant comme ça, de la même façon, l'idée d'une souffrance, d'une dureté, de mal-être, de malaise, etc. Donc évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il quelque chose de spécifique dans les organisations et les conditions du travail moderne qui ferait que la souffrance soit quelque chose de beaucoup plus prégnant, beaucoup plus omniprésent, et un peu le filtre, le prisme à travers lequel on s'intéresse maintenant à la condition de salarié, la condition des travailleurs. Alors, quand on réfléchit, à l'évidence, on a de quoi être interrogatif. Parce que dans les années 50, 60, 70, je ne sais pas s'il y a certains qui s'en souviennent ou qui ont lu des écrits qui portent sur cette période, le travail c'était vraiment dur. Et les gens, ils souffraient au travail. Alors on dit oui, mais c'était pas psychique, c'était plus physique. C'est pas vrai. Il y avait beaucoup d'humiliation. Il y avait beaucoup de harcèlement. On a une loi maintenant, mais le harcèlement, c'était quelque chose de classique sur les chaînes de montage. On harcelait systématiquement les ouvriers pour qu'ils aillent vite. On mettait la pression. On les mettait dans des conditions difficiles. Par exemple, on empêchait qu'ils parlent aussi sur les chaînes de montage. Et donc, on mélangeait les nationalités. On mettait des Yougoslaves à côté de Portugais et d'Africains de manière à ce qu'ils ne puissent pas communiquer. Il y avait toute une attaque morale contre les ouvriers. Et puis, il y avait aussi l'absence de perspective, l'absence de promotion, de changement, etc. Pourtant, c'est vrai que la souffrance n'était pas considérée comme le phénomène massif et qui permettait de comprendre ce qu'est la situation de salarié. Bon, alors je crois qu'une des explications, et je tiens à passer là-dessus vite, mais quand même à marquer le coup, c'est qu'à l'époque, je crois qu'on peut faire l'analyse selon laquelle les collectifs jouaient un rôle très important dans ce qu'on pourrait appeler une gestion de la souffrance, une gestion des pénibilités, du mal-être. Alors cette gestion, elle se déclinait de façon, je vais le dire très vite, différente, c'est-à-dire on échangeait des savoirs, des savoir-faire, des pratiques pour s'aider les uns les autres, pour s'économiser. On mettait au parfum les jeunes pour qu'ils ne se démolissent pas trop en arrivant au travail. Bon, il y avait de la sociabilité, il y avait un partage de valeurs, il y avait de l'entraide, etc. Mais je crois surtout, ce qui était très très important, c'est qu'il y avait un décryptage des raisons de la souffrance. Et ce décryptage, il se faisait en termes de rapport de force, de lutte des classes, d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y avait un sens à la souffrance. Les gens savaient pourquoi ils souffraient, et donc ils le mettaient en relation avec les enjeux économiques, politiques et sociaux de la société dans son ensemble. Et donc il y avait un rapport qui était vécu collectivement dans ces petites communautés de travail entre ce qu'ils vivaient dans le microcosme de leur vie et puis ce qui se passait au niveau de la société en termes de développement du capitalisme, en termes d'affrontement, etc. Et surtout, à partir du moment où on fait cette analyse, il y avait l'idée qu'on pouvait aussi se transformer en acteur pour essayer de transformer les choses, puisqu'on comprenait, on rendait intelligible et de façon collective les raisons du mal-être, de la souffrance, eh bien, on essayait de peser sur la situation collectivement pour menacer le petit chef, faire grève, débrayer, faire avancer les choses. Donc il y avait une vision collective des enjeux du monde du travail, et c'est ça qui a complètement disparu à l'heure actuelle, parce que quand vous allez, comme nous le faisons, nous les sociologues, faites des enquêtes dans les entreprises, les gens qui acceptent de parler de leur souffrance ont toujours le sentiment que s'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont des problèmes, que ce sont des cas sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au niveau, ils ne comprennent pas ce qu'on veut d'eux, ils sont mal formés, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas à leur place, ils ne sont pas à la hauteur. Voilà. C'est une perte de vue des raisons de la souffrance, et donc je crois que l'individualisation, c'est quand même une des
caractéristiques majeures du monde du travail qui expliquent une bonne partie des perceptions que les gens ont de leur situation de travail dans la plupart des entreprises contemporaines. Alors cette individualisation, on peut très bien la tracer, on peut la traquer et savoir quand elle a commencé. Et c'est important de le faire parce qu'on se rappelle alors à quoi correspond le contrat de travail salarial. L'individualisation systématique des salariés et de l'organisation du travail, elle a commencé dans l'après 68. C'est un patronat effrayé, un patronat traumatisé par l'ampleur de la remise en cause à travers les 3 semaines de grève générale, par la remise en cause de l'ordre social capitaliste dans les entreprises, qui a décidé de frapper un grand coup en atomisant systématique. On le retrouve dans les mots d'ordre qui ont été consignés lors des assises patronales à Marseille en 1973. Il s'agit d'atomiser pour essayer d'inverser le rapport de force, mais aussi, et c'est de là que part tout le management moderniste, mais aussi, véritable cheval de Troie, là aussi on parlait tout à l'heure des cabinets de consultants, mais il y avait cette rhétorique managériale qui consistait à habiller cette inversion du rapport de force sous une idéologie un peu gaulliste. Nous vous avons compris, vous les salariés. Nous savons ce qu'il vous faut, de l'autonomie, de la liberté, vous voulez vous réaliser dans le travail, vous voulez voir votre mérite pris en compte. Et donc, on va procéder à des réformes organisationnelles, à des réformes de gestion des salariés en général qui vont promouvoir l'individu, promouvoir la personne et son mérite. Et c'est à ce moment-là que se sont réenchantées, comme on l'a dit à l'époque, les entreprises qui se prétendaient citoyennes et qui prétendaient introduire la citoyenneté. Bon, il y a eu tout cet aspect d'individualisation pour moderniser, pour atteindre un état plus consensuel, etc. Bon. Et ça, c'était véritablement pour essayer d'inverser un rapport de force qui s'était manifesté comme absolument menaçant et périlleux pour le patronat de l'époque. Et il ne faut jamais perdre de vue, évidemment, vous êtes des syndicalistes, vous le savez, que une bonne partie des stratégies managériales visent à assurer la domination sur les salariés de manière à les contrôler, de manière à les contraindre, pour qu'ils travaillent selon les valeurs et les critères de l'entreprise dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Ça, c'est l'enjeu fondamental. Et on comprend bien tout ce qui se joue à l'heure actuelle, notamment dans le secteur public. C'est comment est-ce, quand on est employeur, quand on est employeur, comment... Merci. Comment, quand on est employeur, parvenir à imposer aux salariés de travailler non pas en fonction de ses propres intérêts, à lui le salarié, en fonction de ses propres valeurs citoyennes, mais aussi professionnelles. Qu'est-ce que le travail bien fait? Qu'est-ce que le travail utile? Qu'est-ce que le travail citoyen? Comment je peux me reconnaître et me retrouver dans mon travail? Donc il y a un enjeu fondamental qui est comment est-ce qu'on oblige les salariés, qu'on paye, du point de vue de l'employeur, pour qu'ils travaillent non pas comme ils le sentent, comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, mais du point de vue des critères de l'entreprise dans le contexte capitaliste. Alors c'est plus ou moins un contexte industriel dans les années 60-70. Il devient progressivement un contexte de capitalisme financier. Et tout l'enjeu est là. Comment est-ce qu'on oblige les salariés à ne pas travailler selon leurs motivations collectives ou personnelles, mais selon les motivations qui mènent les employeurs dans une quête de profitabilité, de rentabilité, etc. Donc l'enjeu, il est là. Il y avait un atout majeur qui a commencé à sauter autour des années 70 et qui sautera encore plus avec l'évolution de la nature du travail, c'est l'organisation taylorienne du travail. Parce que l'organisation taylorienne du travail, ça n'est pas qu'une organisation technique, c'est une philosophie sociale aussi. Parce que la grande astuce de Taylor, c'était d'inventer, comme il le disait, une forme d'organisation du travail. C'est comme ça, il était consultant. C'est comme ça qu'il vendait l'affaire aux employeurs de l'époque, c'est de trouver un mode d'organisation du travail qui ne dépende en rien, c'est ce qu'il disait, il faut le lire, de l'état d'esprit et des états d'âme des ouvriers. C'est ça qu'il disait. Moi, je vous vends un mode d'organisation qui oblige les ouvriers à se conformer aux modalités, aux manières de travailler que vous souhaitez mettre en œuvre. Et si vous les définissez selon les principes scientifiques que je mets en œuvre, vous êtes sûr que vous allez avoir la one best way, c'est-à-dire la meilleure et la plus rentable modalité d'organisation du travail. Et donc, la grande astuce du taylorisme qui explique son succès planétaire et historique, c'est qu'il introduit dans la définition même des tâches
la contrainte et le contrôle. C'est-à-dire que l'organisation taylorienne, c'est une subordination physique et concrète des ouvriers qui sont pris en main par l'organisation du travail. Et des salariés ensuite, parce que ça s'est développé, évidemment, vers le monde des employés, le monde des services. Mais ce qui caractérise l'organisation taylorienne, c'est précisément cette capacité d'obliger les salariés à se conformer parce qu'ils ont des modes opératoires, ils ont des délais et ils sont subordonnés par l'organisation même, ils sont pris en main, pris en charge par l'organisation. La problématique des années 70, en contre-coup de la remise en cause de l'organisation taylorienne par les manifestations et les grèves de 68, mais aussi la remise en cause du taylorisme par la globalisation, la mondialisation, qui impose des critères de concurrence qui relèvent plus de la réactivité, de la qualité, des critères donc, qui sont un peu différents des seuls critères de productivité. Et la montée en puissance massive du secteur des services qui fait que les situations de travail deviennent de plus en plus imprévisibles, de plus en plus incertaines, fluctuantes, sont difficilement soumises à la logique taylorienne. Bon. Le problème auquel sont confrontés les managers des années 80, c'est massivement celui de comment faire pour obliger les salariés à travailler selon nos critères et pas selon les leurs, alors qu'on n'a plus cette ressource, cet atout qu'est l'organisation taylorienne du travail. Et c'est à la suite de ça qu'on voit se développer, se mettre en place des formes managériales qui postulent avant tout, de façon très idéologique, qui postulent avant tout l'idée d'un consensus. Voilà, il est l'heure de sortir des archaïsmes du passé, de l'idée d'une conflictualité irréductible entre les salariés et leurs employeurs. Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes dans la guerre économique, nous avons à défendre les emplois, il faut que les salariés soient nos alliés. Voilà. Et donc, tout le défi auquel le management est confronté, c'est transformer ces salariés qui ont été habités par des logiques très syndicale, très politique, dans le cadre spécifique français d'une forte idéologie de lutte des classes, comment les transformer en militants inconditionnels de leur entreprise, en des alliés fiables sur lesquels ils puissent se reposer, c'est-à-dire en gros comment amener les salariés à renoncer à leurs valeurs professionnels, à leurs valeurs de métier, aux règles de l'art qui les motivent au travail, aux valeurs citoyennes aussi quand ils sont en interaction avec un patient ou avec un client ou avec un usager, comment les faire renoncer à leurs propres valeurs pour qu'ils endossent ceux de l'entreprise et qu'ils acceptent finalement de se conformer à ce qu'on attend d'eux. Bon, tout l'enjeu est là. Et il prend diverses formes. Alors, il y a eu l'offensive idéologique, l'offensive éthique, hein, avec le participatif. On va mettre les gens en situation de dialoguer à différents niveaux. Il y a eu, dans les années 80 et 90, un dispositif participatif qui a coûté beaucoup d'argent, qui a pris beaucoup de temps, avec des multiples groupes de qualité, certains groupes d'expression détournée, des cercles ad hoc, etc. Il s'agissait de mettre en relation des gens de différents services, de différents niveaux, pour qu'ils adhèrent progressivement à l'idéologie de l'entreprise, à ses critères, à ses valeurs. Et bon, on a consacré énormément de temps, d'argent, d'énergie à cette offensive parce qu'elle était importante. Après, il y a eu toute l'offensive éthique, les chartes éthiques, les codes déontologiques, les règles de vie, où il s'agissait de définir le salarié vertueux, celui qui s'engageait à fond, flexible, disponible, loyal, qui cherche l'excellence, qui accepte de se remettre en cause, qui accepte de prendre des risques aussi pour son entreprise. Enfin, il y a eu toute une énorme poussée idéologique dans ce sens-là, qui a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi. Et puis, il y a eu aussi, maintenant on est dans l'offensive soi-disant bienveillante. On va prendre en charge la vie des salariés, même privés, pour qu'ils n'aient pas de problèmes, des problèmes personnels qu'ils puissent importer dans le travail. Donc, il y a toutes ces conciergeries d'entreprise, les crèches dans les entreprises, les secrétariats où les messieurs qui restent trop tard le soir font envoyer des bouquets à madame pour se faire pardonner, des bouquets de fleurs pour se faire pardonner. Bon, il y a une prise en charge. Maintenant, les RH n'arrêtent pas de réfléchir à cette dimension. Donnons du bonheur à nos salariés, faisons dans la bienveillance, etc. Mais en fait, c'est prendre en charge la vie privée de manière à ce que, quand ils arrivent au travail,
les salariés soient délestés de toute problématique qui ne soit pas la problématique de l'entreprise, l'urgence et les impératifs de l'entreprise. Bon, mais tout ça, c'est une offensive idéologico-éthique qui vise à promouvoir du consensuel et à culpabiliser les salariés, mais c'est de longue haleine. En attendant, il faut être plus pragmatique et il faut trouver un moyen de pression sur les salariés pour les tenir, pour les obliger à endosser une fois de plus ces valeurs, ces critères, ces manières de travailler qui correspondent à celles voulues par des managements qui ont des impératifs à très court terme. À très très court terme, donc il faut être extrêmement rentable, etc. Alors comment est-ce que les entreprises ont choisi, les managements a choisi, alors il y a moi ce que j'appelle un processus systématique de précarisation subjective. Pourquoi? Parce que on sait que la précarisation objective, c'est quelque chose qui oblige les salariés à faire ce qu'on leur demande de faire, dans les conditions qu'on leur demande de faire, parce qu'ils n'aspirent qu'à une chose, évidemment, c'est à se faire stabiliser dans leur emploi. C'est leur Eldorado, donc ils ne vont pas chercher à opposer un point de vue différent aux injonctions qu'ils subissent. Hein. Ils ne vont pas dire non, on ne doit pas faire comme ça parce que, etc. Non. Bien entendu, ils vont endosser les manières de faire, accepter, se conformer, se plier, même en rajouter. Souvent, enfin moi, j'ai vu en faisant des enquêtes que malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix que d'en rajouter dans le conformisme, la loyauté, etc. Mais en France, comme vous le savez, plus de 75% des salariés sont soit en CDI, soit fonctionnaires. Donc, et en plus, ils bénéficient d'un code du travail relativement protecteur encore par rapport à d'autres pays. Donc le problème du management français, c'est comment on fait avec cela? Quelle prise on peut avoir sur ces gens-là pour les dépouiller de leurs valeurs, de ce qui les motive individuellement et collectivement au travail, et leur imposer des critères d'efficacité du travail véritablement à l'aune de la rentabilité à très court terme pour rémunérer les actionnaires. Et voilà. Bon, alors, la précarisation subjective intervient à ce moment-là, et ça consiste à mettre les salariés systématiquement en situation d'inconfort au travail, de faire en sorte qu'il n'ait pas de repères, qu'il n'ait pas de soutien, de ressources sur lesquelles ils puissent se fonder pour s'opposer, pour avoir un autre point de vue sur les manières de travailler, sur la finalité du travail, sur ce qu'est un travail de valeur, un travail utile, sur ce qu'est la qualité, etc. Et une des ressources fondamentales des salariés qui leur permettent d'avoir un point de vue professionnel alternatif, c'est leur expérience. L'expérience des salariés, c'est un atout fondamental qui, à la fois, leur permet de travailler dans des bonnes conditions et un moyen aussi de s'affirmer et d'affirmer des points de vue de professionnels sur le travail. Et ce à quoi on assiste depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est à une offensive généralisée pour dépouiller les salariés de leur expérience. Et l'expérience, elle a deux formes, en gros. Hein, elle se manifeste à travers deux piliers. Le premier, ce sont les métiers. Parce que les métiers, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'expérience collective coagulée et validée? C'est ça un métier. Hein. Et ça permet effectivement aux salariés de se sentir de bons professionnels, armés, légitimés, pour travailler d'une certaine manière, selon certaines finalités et pas d'autres. Et l'autre pilier, c'est la stabilité dans l'emploi, dans le poste, dans la fonction, qui permet d'avoir une réelle expérience et de pouvoir opposer un point de vue professionnel, de dire non, on ne peut pas faire de telle et telle manière parce que je connais mon boulot, j'ai pu voir que, etc. Donc ça permet d'avoir une parole légitime, ça oblige d'une certaine manière les supérieurs à écouter et à entendre. Or, ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est une offensive généralisée de déstabilisation de cette ressource fondamentale qu'est l'expérience et le métier. Alors, je pense qu'on a entendu Frédéric Pierry tout à l'heure qui montrait d'une certaine façon qu'il y avait une offensive généralisée contre les métiers. Il en parlait, je pense, à propos de... Bon, pas je pense, mais il en parlait beaucoup à propos de l'ARS, mais aussi à propos de ce qui vous concerne, c'est-à-dire le Pôle emploi. Il y a véritablement une déstabilisation des métiers. Mais ce à quoi on assiste de façon beaucoup plus générale, c'est à cette... mais il l'a évoqué aussi, à cette idée que le changement généralisé devient une vertu en soi. C'est-à-dire que le changement se substitue à la notion de progrès.
hein. Dès qu'on change, c'est que c'est bien en soi, c'est une vertu. Donc la mobilité systématique, les réformes systématiques, les restructurations, les fusions, les cessions, les externalisations, les réinternalisations, les recompositions de métiers, les déménagements, ce sont des logiques que l'on voit à l'œuvre systématiquement dans le privé comme dans le public. Alors certes, ce part de la justification de permettre d'adapter les structures à un environnement incertain et changement, mais jusqu'à certaines limites, parce qu'on voit bien que en réalité, il y a aussi un des objectifs, c'est de promouvoir une déstabilisation systématique de cette population de salariés jugée comme particulièrement inadaptée. Alors, je reprendrai volontiers la conclusion de Frédéric Pierrus, qui résiste au changement, qui ne veut pas se remettre en question, parce qu'effectivement, on veut l'amener là où elle risque de se sentir en incompétence. Le danger fondamental, je vais m'arrêter là, je vais glisser une autre petite idée. Le danger fondamental, c'est qu'on met pour avoir une emprise sur les salariés, pour les obliger à se conformer, il y a cette idée de les dépouiller de leurs repères pour qu'ils soient obligés de s'adosser aux consignes, aux prescriptions et aux ordres des hiérarchies. Mais le danger, c'est évidemment d'avoir des salariés à la limite de l'incompétence systématique, parce qu'ils n'ont plus de recul, ils n'ont plus d'expérience, ils n'ont plus des réseaux qui leur permettent de prendre conseil, de s'appuyer sur des personnes ressources, etc. Ils se sentent dépouillés de savoir, de leur métier, des règles de leur métier, etc. Donc, une bonne partie de la souffrance aussi vient de ce sentiment d'être à chaque fois mis en situation de quasi-incompétence. Et je voudrais m'arrêter là-dessus, simplement pour lancer aussi l'idée que, puisqu'on est dans la question de l'évolution du secteur public, on assiste à un drôle de chassé-croisé, en gros. Hein. Un chassé-croisé qui fait que dans le public où il y a effectivement des agents qui sont motivés par des postures éthiques professionnelles, à savoir des missions d'utilité, de service public, et qui sont capables de dévouement, qui sont capables de loyauté, qui sont capables d'engagement, on est en train de déstabiliser cette population avec la RGPP, avec la LOLF, qui les met face à des exigences qui sont complètement contre nature par rapport à cette posture professionnelle, alors que dans le privé, pour des causes extrêmement privées et absolument privées, on demande aux salariés d'atteindre ce niveau de dévouement, d'engagement, de loyauté qui faisait partie jusqu'alors des caractéristiques les plus fondamentales des postures professionnelles des agents et des fonctionnaires du service public. Voilà. Merci.